De guerre en Ukraine, les Russes auraient de nouveau bombardé un bâtiment abritant des civils à Mariupol et utilisé encore une fois leurs missiles hypersoniques. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, prend de nouveau la parole devant un parlement étranger. Il s'adresse cette fois aux Israéliens, un discours à suivre en direct sur LCI. Ce sera dans quelques minutes. C'est un discours qui sera retransmis sur écran géant, que ce soit à Jérusalem ou Tel Aviv. C'est dire l'importance de ce discours pour les Israéliens. Nos spécialistes sont autour de la table pour l'analyse. Ala Poédi, bonjour. Vous êtes franco-ukrainienne, consultante en développement international. Général Olivier de Bavinchov, bonjour. Ancien chef d'état-major de l'OTAN. Emmanuel Dupuis, bonjour. Consultant dans le domaine défense et sécurité et armement. Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et Gérard Vespierre, bonjour. Géopolitologue, fondateur du site Le Monde Décrypté. Le président ukrainien donc multiplie les prises de parole, vous le savez, pour tenter d'obtenir de l'aide. Il s'est adressé à plusieurs parlements. On le sait, par exemple, le Parlement européen, allemand, anglais ou encore américain. Et donc, il sera devant les parlementaires français mercredi. Et aujourd'hui, c'est aux Israéliens qui s'adressent. Son allocution à la Knesset devrait commencer dans une poignée de minutes. D'abord, à la Poédi, l'importance de cette... Regardez ces images quand même. Ce sont des écrans géants qui ont spécialement été mise en place sur certaines places, que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv, pour suivre en direct le discours du président ukrainien. Ça veut dire qu'il est très attendu. Il est très attendu parce que la plupart de la population d'Israël, ce sont les ressortissants de l'ex-Union soviétique. Et bien évidemment, chacun a ses liens, soit avec l'Ukraine, soit avec la Russie, bien sûr en prenant en compte de la distance. Mais comme Israël ne s'est pas prononcé encore pour le soutien clair et évident de l'Ukraine, on attend vraiment le discours pour voir le changement dans la politique et aussi dans l'approche d'Israël par rapport à la guerre qui se déroule aujourd'hui. Oui, alors que Gérard Vespierre, il y a quand même Israël, en tout cas le président israélien, s'est voulu médiateur dans cette crise, en discutant directement, que ce soit avec Kiev ou Moscou. Absolument, mais en étant médiateur, vous pouvez quand même prendre des positions. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Donc il y a une attente effectivement de la part de l'Ukraine, une condamnation politique. Qui n'a pas eu lieu pour l'instant. Condamnation politique. Deuxièmement, d'un soutien militaire. On connaît quand même la valeur des équipements militaires israéliens dans le domaine des drones, dans le domaine de l'antimissile. Donc voilà, un soutien militaire. Et puis troisième volet, humanitaire et économique. Donc effectivement, il y a une vaste demande possible de la part du président Zelensky. Je pense qu'à partir de ces trois éléments-là, on devrait avoir... sans trahir de secret, l'essentiel de son discours. Et l'impact que ça peut avoir après, parce qu'on a vu qu'il avait été applaudi, il y avait même des standing ovations à l'issue de ses interventions dans certains parlements étrangers. Il a toujours été applaudi. Il a toujours été... Mais après, est-ce que les actes suivent ? Écoutez, ça c'est effectivement après aux politiques de décider. Comme il vient d'être précisé, il y a des relations historiques entre Russie, Ukraine et Israël. Donc, c'est difficile de manier de façon aussi tranchée. Mais étant donné la gravité de la situation, étant donné la douleur de dizaines de milliers de morts civils et militaires, je pense qu'à un moment, il faut franchir le Rubicon. C'est qu'effectivement ce que le président Zelensky attend d'Israël. Effectivement. Emmanuel Dupuis, c'est difficile de mesurer l'impact de ces interventions. En même temps, s'il était absent, on n'aurait pas forcément... Ces interventions se succèdent et se ressemblent. Il y a quand même une petite différence, c'est que le Premier ministre, non pas le président, Naftali Bennett, s'est rendu à Moscou. Oui. Et c'est le seul à s'être rendu à Moscou. Donc ça, c'est quand même ça se passe par téléphone. Un élément déterminant. Donc il a négocié des corridors humanitaires. Ça a été rappelé, il y a énormément de ressortissants binationaux qui sont entre l'Ukraine, la Russie du reste et Israël, les ex-refusniks, comme on les appelait dans les années 70. Et il faut surtout avoir à l'esprit que la Knesset est composée en grande partie de ressortissants venant de l'ex-Union soviétique. Et donc ça a aussi son importance. Et je crois que Naftali Bennett joue aussi une répartie politique, le Premier ministre israélien, puisque sa majorité est un petit peu faible, fragile, et le fait de se poser comme médiateur, il n'est pas considéré comme co-belligérant, comme peuvent être les pays de l'OTAN ou les pays de l'Union européenne. Ce qui est le cas du reste, à la fois du chancelier Olaf Scholz et du président Emmanuel Macron, peut faire une différence. Et puis il y a une autre dimension, vous l'avez mentionné, ça a été rappelé par mes co-débatteurs, il y a des relations économiques très fortes. Non seulement dans le domaine de la défense, mais dans le domaine de la coopération spatiale, dans le domaine de la technologie, notamment du numérique, où il y a eu beaucoup de jeunes Israéliens qui étaient venus s'installer en Israël. Ça aussi, ça a son impact. Oui. Et si je voulais rajouter un point,
les Ukrainiens attendaient vraiment, ils étaient presque persuadés que le soutien viendrait de l'Israël. Il y a l'histoire, le discours de antinazisme, il y a le président qui est juif, le président ukrainien, il y a le bombardement de l'antenne de la télévision qui se base à côté de Babi Yar, où il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers de juifs qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour les Ukrainiens, le soutien d'Israël était quelque chose qui allait être quasiment automatique. Et vraiment, il y a eu une sorte d'étonnement et incompréhension. Mais comment ça se fait que l'Israël ne s'est pas prononcé? Parce que nous prenons beaucoup d'exemples sur l'Israël, sur la mobilité de la population face aussi à la menace de la Palestine, etc. Donc voilà, ça c'est très important et nous attendons ce discours avec, peut-être même avec beaucoup plus d'attention que les précédents discours, parce que quelque chose va changer. Il y a des liens charnels presque, effectivement. Et surtout les résultats. Et le résultat, voir ce que ça peut donner. Général. Oui, je crois qu'il y a un point que va probablement aborder le président Zelensky, parce qu'Israël ne s'est pas prononcé, c'est la question des sanctions. Parce que jusqu'à présent, Israël s'est refusé à prendre une position extrêmement claire et extrêmement simple, comme nous l'avons prise ici en Occident, l'Union européenne, notamment les États-Unis d'Amérique. Et là, Israël va être mise en face de ses responsabilités sur cette question qui est une question assez essentielle. Donc ça veut dire qu'elle peut être, sa position qui n'était pas forcément comprise des Ukrainiens peut être très inconfortable après ce discours? Il va y avoir des choix. Donc même en étant, comme je le disais tout à l'heure, médiateur, à un moment, il faut quand même représenter un parti ou une tendance. Donc au lieu du flou, je pense qu'Israël va être petit à petit amené effectivement à prendre une position beaucoup plus claire sur l'ensemble des points politiques, militaires, économiques que nous avons tous les quatre évoqués. Oui, et nous avons aussi des signes quand même assez positifs de la part d'Israël, ce qui permet de croire qu'il y aurait des actions, notamment par exemple par rapport à l'oligarque Abramovich, qui a le double nationalité, avait aussi le passeport israélien, et il voulait se réfugier en Israël, et on lui a refusé ce refus, on lui a dit que non, il ne va pas trouver la paix. Voilà. Il n'y a pas de sanctions pour le moment, mais il n'y a pas d'acceptation. Mais ça va quand même dans notre sens plutôt, et on voit dans ces petits signaux, on trouve aussi le soutien tellement attendu, tellement nécessaire. Emmanuel Dupuis, vous pensez qu'Israël peut aller plus loin on a rappelé que c'était extrêmement difficile par rapport à ses liens avec la Russie? Je pense qu'Israël a besoin d'aller plus loin pour une autre raison, c'est que l'impact du dérèglement économique lié à la question non seulement énergétique, c'est un point important, mais surtout alimentaire et déterminante. Car une bonne partie des pays autour d'Israël pourraient voir leur stabilité obérée par ce manque cruel de blé, de farine, et potentiellement avec une résurgence de ce qu'on appelle les révolutions du pain. 90% de ce que consomment les Égyptiens en termes de blé vient de Russie, de Russie, et à peu près pareil vient d'Ukraine pour le Liban. Donc évidemment, si Israël voit qu'il y a des conséquences de déstabilisation, si le conflit se poursuit à ses frontières, c'est un fardeau supplémentaire qu'il doit devoir gérer. Effectivement, Volodymyr Zelensky, donc, qui doit s'exprimer d'ici quelques minutes devant les Israéliens, devant le Parlement israélien. Donc ça se passe à la Knesset, alors qu'il prendra la parole de la même façon devant les parlementaires français mercredi. Là, il y a des choses à attendre aussi du côté de la France mercredi? Bien évidemment aussi, parce que la France nous a soutenus. Nous sommes très reconnaissants aussi à toute l'action d'Emmanuel Macron. Mais nous attendons beaucoup plus, parce qu'il y a toujours la question de fermer le ciel ukrainien. Je sais que ça provoque chaque fois la même réponse automatique de la rhétorique poutinienne, la Troisième Guerre mondiale. Tout de suite, on fait peur comme ça à tout le monde. Je ne crois pas qu'il faut avoir peur, parce qu'il n'en aura pas. Il est tellement hypocondriaque, il a tellement peur pour sa vie et sa santé. On voit les tables qui s'allongent au vu du jour. Donc, ce n'est pas lui qui va appuyer sur le bouton pour se détruire. Et quand on sait aussi qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, juste avant la guerre, les très gros budgets allaient justement dans la recherche de la longévité, tout ce que peut permettre pour vivre éternellement, parce que bien évidemment, tant qu'en ayant l'accès à toutes les ressources possibles dans sa disposition, il veut profiter et vivre longtemps. Donc, il n'ira jamais dans cette direction, parce qu'il sait que la Russie est faible. Il le voit, les événements de derniers jours commencent à vraiment le mettre devant l'évidence que ça ne va pas aussi bien qu'il imaginait. D'où peut-être une certaine escalade. On va pouvoir en parler dans un second temps, effectivement. Emmanuel Dupuis,
que l'on pourrait évidemment penser être à l'ordre du jour mercredi. C'est une demande très claire du président Zelensky, comme il l'a fait devant le Parlement fédéral suisse, de la condamnation des entreprises françaises qui continuent à travailler avec la Russie. Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole et Total. Ça, c'est le premier élément. Et puis, je crois que l'ancien président Poroshenko a laissé entendre que le président Zelensky allait demander au président Emmanuel Macron de se rendre à Kiev, comme l'ont fait les premiers ministres de Slovénie, de Pologne et de République tchèque. Voilà un geste concret de solidarité. Est-ce que quand on mène une guerre, on est évidemment très au fait de ce qui se passe sur le plan diplomatique, ça va de toute façon de pair ou chacun est dans son couloir? C'est totalement intégré. Et l'ensemble de ces Pardonnez-moi, je vous coupe, excusez-moi, parce que le président ukrainien, ça y est, commence à s'exprimer devant les Israéliens. Les députés, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup de votre soutien. Chers membres du gouvernement d'Israël, chers invités, peuple d'Israël, la communauté ukrainienne et la communauté juive ont toujours eu des liens très étroits et ont toujours vécu ensemble et vivront ensemble, partageront les joies. Mais maintenant, je tiens à vous rappeler des mots qui sont connus, que vous avez tous entendus, des Ukrainiens et des Juifs. Et des Russes ont entendu ces mots. Nous voulons vivre. Nos voisins veulent nous voir morts. Et il ne reste pas beaucoup de place pour un compromis. Je ne suis pas ici pour vous convaincre du fait que l'histoire de l'Ukraine se recoupe avec l'histoire des Juifs. Nous vivons dans deux pays différents. Nous n'avons pas les mêmes conditions, mais nous avons la même menace. La menace de la destruction totale du peuple, de l'État, de la culture, et même l'hymne de l'Ukraine est menacé. Je veux que vous compreniez cela, que vous pensiez au 24 février. C'est la date qui a envoyé le signal et ça fut en début de la guerre en Ukraine. Cette date a marqué l'histoire. Ça fut une tragédie pour l'Ukraine, pour les Juifs, pour l'Europe, pour le monde. Le 24 février 1920, le parti allemand NSDAP a été fondé. Ce parti a détruit des vies, a tenté d'annihiler des peuples. Maintenant, des années sont passées, mais la même date, le 24 février, a vu l'invasion, tous azimuts en Ukraine, l'invasion qui a brisé des milliers de vies, les gens qui sont restés sans leur maison, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, l'Allemagne, la République tchèque, les pays baltes et dans d'autres pays, les Ukrainiens trouvent refuge. Nos Ukrainiens cherchent maintenant des conditions de survie, essayent de survivre lorsque, à l'époque, vous essayez de survivre. Maintenant, en Ukraine, nous ne voyons pas d'opération spéciale militaire. Non, c'est une guerre, tous azimuts, pour détruire notre peuple, pour détruire nos enfants, nos familles, notre État, nos communautés, notre culture et tout ce que fait des Ukrainiens les Ukrainiens. Les soldats russes
le font devant les yeux du monde entier. Ainsi, j'ai fait ce parallèle entre notre histoire et votre histoire. Nous nous battons pour notre survie. Écoutons ce que dit le Kremlin. Écoutons. Ils utilisent des termes qui ont résonné à l'époque, lorsque la tragédie a balayé l'Europe, lorsque les nazis voulaient tout réduire en cendres. Ils appelaient ces actions comme solution définitive de la question juive. Je pense que vous en souvenez et vous n'oublierez jamais ces mots. Mais maintenant, ils utilisent les mêmes mots, la solution définitive, finale, mais cette fois-ci de la question ukrainienne. Ça a été dit ouvertement et c'est une tragédie. Cela a été dit lors d'un conseil à Moscou. Cela est disponible sur des sites officiels. Ces mots ont été diffusés. Sans la guerre contre nous, ils n'auraient pas pu trouver donc cette solution, soi-disant finale de la question ukrainienne. Les peuples d'Israël. Le peuple d'Israël, tu as vu comment les frappes étaient et les bombes étaient larguées sur Babi Yar. C'est un mémorial qui regroupe des cimetières juifs ukrainiens. Le premier jour de cette guerre, les soldats russes ont frappé Ouman, la ville qui est le symbole de la mémoire pour les Juifs. Qu'est-ce qui restera de l'Ukraine après cette guerre horrible? Je suis persuadée que ces mots résonnent dans vos cœurs parce que vous ressentez tout ce que je vous dis. Mais pourquoi nous nous tournons toujours vers le monde entier? Pourquoi nous nous adressons à vous? Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Est-ce que c'est une indifférence qui nous pousse à faire cela? L'indifférence tue. Des calculs peuvent être erronés. Mais nous ne pouvons pas faire le choix entre le bien et le mal. Nous savons que notre défense antiaérienne est puissante. Tout le monde sait que vos armes sont puissantes et que vous êtes capable de défendre vos intérêts, les intérêts de votre peuple. Et vous pouvez nous aider à protéger nos vies, la vie des Juifs ukrainiens. Nous pouvons nous poser peut-être des questions de savoir pourquoi nous ne pouvons pas obtenir des armes d'Israël, pourquoi Israël ne fait pas davantage de pression sur la Russie. Mais, chères sœurs et chers frères, la réponse, vous la connaissez et à vous de vivre avec elle. Il y a 70 ans, les Ukrainiens ont sauvé la vie des Juifs. Et je suis persuadée que vous connaissez votre choix. Merci, merci pour tout. Voilà Volodymyr Zelensky qui s'est adressé aux parlementaires israéliens donc en ce dimanche après-midi. Mes chers frères et sœurs, a-t-il dit. Il a mis en avant effectivement ce parallèle entre son armée et celle d'Israël. On connaît la puissance de vos armes. Aidez-nous à protéger les Juifs ukrainiens, a-t-il lancé en faisant
un parallèle en disant vous connaissez la rhétorique des Russes, ils utilisent la même que ceux des nazis et il l'a cité, la solution finale est utilisée aujourd'hui mais cette fois contre des Ukrainiens. Aidez-nous, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir du discours de Volodymyr Zelensky cet après-midi. Oui, le discours très puissant. Très tourné vers l'émotion et la connexion très, très charnelle entre les deux peuples. Absolument, les deux peuples. Il a évoqué les éléments qui nous rapprochent. Il a parlé de Oumagne aussi, en plus de Babi Yar, et éventuellement. Effectivement, aujourd'hui, nous attendons bien évidemment la réponse des Israéliens avec la prise de position plus sûre et plus évidente et pour prendre les actions plus concrètes. Nous voulons vivre. Nos voisins veulent nous voir morts. C'est peut-être la phrase qui va retenir l'attention. C'est une phrase choc. Est-ce qu'elle peut avoir un impact? Parce que son discours, effectivement, est presque tourné vers l'émotion, est presque tourné sur le fait qu'il le dit, nous sommes frères et sœurs. Donc c'est très particulier ce lien-là. C'est ce qu'il a choisi de mettre en avant. Est-ce que ça peut avoir un impact selon vous? Il y a deux liens émotionnels, le symbolique et le politique, et un lien, je dirais, matériel, rationnel, l'armement. Donc, dans le symbolique, c'est effectivement, comme elle vient d'être rappelé, les mémorials qui ont été effectivement détruits, la vie donc commune entre les deux peuples. L'autre image du symbolique, c'est celle que vous avez évoquée, à savoir nos voisins volent notre mort. Donc, nous sommes tous les deux dans des situations identiques. Et troisièmement, donc, vous avez un armement anti-aérien, antimissile de première qualité, reconnu sur le plan mondial. Les États-Unis collaborent avec Israël, financent des recherches militaires en Israël. Donc il y a effectivement une valeur d'efficacité qui a été encore démontrée avec le dôme de fer quand il y a eu les événements donc, que nous connaissons tous récemment. Il y a donc cette demande d'armement qui est une demande, bon, je pense qu'il ne sera peut-être pas exécuté, mais en tout cas qui existe. Et cela est un élément effectivement de pression très important. Oui, effectivement. La pression qu'il utilise via cette corde très, très émotionnelle. Non, c'est une corde très sensible. Il évoque effectivement le mémorial, donc ce qu'on appelle la Shoah par balle, Babi Yar. Il évoque évidemment le fait qu'il y a une sorte de concomitance en ce peuple martyrisé aujourd'hui et le peuple juif martyrisé par une autre tyrannie. D'ailleurs, il a fait le parallèle qui m'avait échappé personnellement entre la création du Parti national-socialiste nazi et le lancement de l'opération militaire russe. Mais 24 février pour les deux. Mais je vois aussi un autre élément, c'est que il a repris en fait à l'envers les thématiques que le président Vladimir Poutine avait mises en exergue quand il s'est adressé à sa foule conquise, très chauffé à blanc. Vendredi dans le stade, vous voulez dire ? Au stade Loujinski, effectivement, où il célébrait les 8 ans donc, de l'opération en Crimée, en évoquant le fait qu'il s'agissait d'un génocide, le fait qu'il était là pour défendre ceux qui étaient victimes d'un génocide, et en utilisant une sémantique et une rhétorique d'un peuple qu'il devait défendre, et donc se positionnant donc en défenseur de ceux qui les agressaient. Je crois que le président Zelensky a renversé de manière assez habile. En disant qu'on était victime là de solutions finales. Et qu'il y avait une volonté claire d'extermination. Il n'a pas utilisé le mot génocide, mais d'extermination. Et donc c'est là où la corde sensible se rapproche effectivement de la réalité. Puis dernier point, je vois aussi un autre élément sous-jacent dans ce discours. Il n'a pas évoqué les matériels dont il voudrait qu'Israël mette à disposition, laissant sous-entendre qu'il y a un élément sur lequel la coopération entre Israël et l'Ukraine devrait se maintenir, c'est la dimension cybernétique. Il y a énormément de coopération dans le brouillage des drones et dans cette capacité de cyberattaque ou de cyberdéfense ou de cyber-résilience. C'est peut-être là un élément dont le président Zelensky va discuter avec le Premier ministre. Sur la vision militaire générale, vous avez vu la même chose dans l'allusion en fait, à l'armée israélienne ? Oui, sur la vision militaire, mais je voudrais dire un mot sur... J'étais très souvent en Israël et puis j'ai servi au Liban pendant 1 an. Nous avions beaucoup de réunions avec les Israéliens pour évidemment maintenir la paix au sud du Liban. Là, le président Zelensky a employé des mots extrêmement forts. Il a employé des mots qui touchent l'âme même d'Israël. Oui. Lorsque l'on parle de solution finale à un peuple élu, le peuple d'Israël qui a tant souffert du génocide, d'un génocide réel, justement dans cette région d'Europe dont nous parlons aujourd'hui, au XXe siècle,
évidemment, ça a une résonance absolument formidable, colossale, inimaginable. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Et donc, il a vraiment fait appel à ce qui est l'âme d'Israël. Le président Zelensky, d'autant plus qu'il est juif de religion, mais il a vraiment fait appel à l'âme d'Israël et il a fait quelque chose de très important. C'est qu'il a remis les mots sur les faits. C'est qu'il a remis le narratif à l'endroit. Le narratif, là où Vladimir Poutine, le narratif russe, c'était de dire de dénazifier l'Ukraine, oui. Mais le président d'Ukraine est un juif. Comment peut-il être un nazi? C'est inimaginable. C'est absolument impensable. Sur les aspects militaires, Israël est une très grande puissance. C'est également une puissance nucléaire, même si on ne va pas mentionner ces aspects des choses aujourd'hui. C'est un pays qui est extrêmement moderne, qui se bat et qui défend sa survie au quotidien, qui a des liens extrêmement puissants avec les États-Unis d'Amérique. Nous le savons tous et nous le savons très précisément. Et donc là, en l'occurrence, en ce qui concerne sa demande d'appel, c'est une demande d'appel qui peut être entendue par Israël parce que c'est une reconnaissance d'un certain nombre de capacités critiques qui font peut-être un petit peu défaut aujourd'hui aux forces de défense ukrainiennes. C'est Emmanuel Dupuy, oui. Alors l'autre élément, c'est que le discours est à destination des membres de la Knesset, mais aussi de la population israélienne. Parce qu'on l'a vu, il y a des écrans géants qui ont été installés sur des places publiques. Il est diffusé en même temps ouais. dans les principales villes israéliennes. Ouais. Donc il s'adresse au leadership israélien en lui demandant, en l'enjoignant ou en lui demandant, parle plus diplomatiquement, en le sollicitant, ouais. Mais il prend pour témoin aussi la population israélienne. D'où l'utilisation de ces termes extrêmement forts qui vont D'où la pression populaire des Israéliens vis-à-vis d'un gouvernement qui est un petit peu fragile politiquement et qui sans doute sera sous pression pour qu'il en fasse plus qu'il n'a fait jusqu'à présent. Oui, Gérard Vespierre. Il va au-delà. Il s'adresse directement au peuple. Il s'adresse directement au peuple pour que les politiques israéliens viennent dans sa direction. C'est un discours directement, comme il vient d'être souligné par le général, à l'âme israélienne, à l'histoire israélienne, à la sensibilité israélienne, à la souffrance israélienne. Et donc là, il y a un parallèle entre deux souffrances. Il a parlé de souffrance à souffrance pour que les politiques viennent dans son sens. Est-ce que c'est assez habile pour vous? Oui. Je pense que les Ukrainiens, depuis quelques semaines, étonnent le monde. Oui. Le président Zelensky étonne le monde, n'est-ce pas? On attendait un Reagan bis, un homme effectivement avec un passé, acteur, comédien. Ronald Reagan. Et il s'est révélé être un fantastique homme d'État. Et je pense qu'il a un entourage qui soigne à la perfection sa communication, aussi bien civile que militaire. Je pense que les images qui reviennent du terrain sont vraiment très, très préparées, très ciblées, courtes et efficaces par rapport à la débâcle, entre guillemets, russe. Donc, tout ça est vraiment très calibré et je crois qu'il y a une très bonne performance globale. Il faut l'admirer. La Poédie. Il faut dire aussi que le discours du président Zelensky est également attendu par les Ukrainiens. Et tous les discours, quand il s'adresse au Sénat, au gouvernement de différents pays, les Ukrainiens les scrutent et aussi attendent. Parce qu'ils écoutent ce qu'il dit et ça leur parle aussi. Parce que ça parle de ce que se passe aujourd'hui. Mais comme nous sommes assez proches de l'Israël par rapport à notre histoire, par rapport à tout mélange des populations, donc la solution finale, ça a fait chair de poule, je pense, à beaucoup d'Ukrainiens aussi, quand ils écoutaient président Zelensky et aussi on attend les résultats parce que c'est comme si le point positif en disant tenez bon, on est avec vous, on vient vous aider, on va vous soutenir et vous allez gagner cette guerre. C'est ça qui est attendu. Sous pression peut-être les dirigeants israéliens après ce discours. Donc est-ce que ça peut effectivement leur forcer la main, notamment sur peut-être la condamnation un peu plus ferme de la Russie? Oui, parce que les dirigeants israéliens non seulement écoutent ce qu'a dit le président Zelensky, mais voient les images de Mariupol qui ressemblent un peu à ce que les Juifs polonais ont connu pendant le siège de Varsovie et pendant la ghettoisation de Varsovie. Donc ça aussi, ce sont des images très parlantes. Je crois d'ailleurs que vous avez raison, la guerre de l'image est sans doute mieux maîtrisée par le président ukrainien. Et n'oublions pas aussi que son Premier ministre, Denis Shmyhal, qui lui-même est ukrainien, mais qui a aussi un passeport israélien. Il a la binationalité et est aussi très actif dans cette diplomatie 360 degrés. Je trouve que le président Zelensky sait captiver son auditoire
de manière très ciblée. Et il s'est demandé précisément, pas toujours la même chose, en évoquant des cordes différentes. Et je pense que... Selon à qui il s'adresse. Absolument. Ouais. Aux Suisses, il a été très clair en disant, vous avez entre les mains une arme de destruction massive, la fermeture des comptes qui sont encore ouverts, des oligarques qui pourtant sont sous sanction. Faites-le. Si vous ne le faites pas, vous aurez le monde qui constatera que vous êtes complice. Vis-à-vis d'Israël, il leur a demandé pas grand-chose, si ce n'est qu'il prend acte du fait qu'Israël pourrait faire davantage. Et vis-à-vis du Parlement, des autres parlements auxquels il s'est adressé, le Bundestag allemand, le Congrès américain, il a été très clair en ciblant à chaque fois des demandes précises. Devant le Parlement européen, évidemment, la demande était évidente d'accélérer le processus d'adhésion, sauf que ce n'est pas le Parlement européen qui peut décider de cela. Et donc, ce que je vous demandais en temps de guerre, effectivement, ce côté pression internationale, ce côté communication, ce côté diplomatie, est-ce que ça s'imbrique de façon totalement naturelle ou ce sont deux voies totalement distinctes ? Non, ça s'imbrique de façon totalement naturelle. C'est-à-dire que la guerre, ce n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, dans une opération de grande ampleur, une coalition comme celle auquel j'ai participé en Afghanistan, qui regroupait 150 000 hommes, une coalition de 49 pays, et bien évidemment, des pays plus importants les uns que les autres, mais où la France jouait un rôle de tout premier plan, il y avait imbrication absolue de l'ensemble des chaînes de commandement politique, des directives politiques, toute la partie diplomatique avec les relations avec les différents ambassadeurs, bien évidemment, des pays les plus importants de la coalition, et avec l'aspect opérationnel des chaînes militaires. Il y a une imbrication complète, et heureusement qu'il y a ça, parce que le brouillard de la guerre est suffisamment difficile à percer. Mais on va justement partir sur le terrain. Vous parliez de Mariupol. On ira dans quelques instants dans la ville assiégée depuis plus de 3 semaines maintenant. 17h30 sur LCI. On va d'abord partir à Kiev, la capitale ukrainienne, où visiblement l'étau se resserre. François-Xavier Ménage, on le voit, vous êtes en direct sur LCI avec Stéphane Iorgulescu. Racontez-nous, a priori, de ce qu'on comprend, les bombardements s'intensifient sur la capitale. Je vous entends pas très bien. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'effectivement, il y a encore eu, en tout début d'après-midi, des bombardements qui ont ciblé un quartier nord de la ville qui avait déjà été à plusieurs reprises l'objet de tirs russes. Et à chaque fois, eh bien, ce sont les mêmes scènes de panique. Ce sont des barres d'immeubles avec des personnes qui, assez calmement, cela dit, il faut le dire, sortent des lieux, prises en charge à la fois par des habitants qui s'occupent des personnes âgées. Les pompiers arrivent ensuite. Et ces scènes se répètent donc inlassablement. Les habitants, pour autant, et malgré l'horreur de ce qui se passe, à savoir dans le cas présent plusieurs blessés graves transportés en urgence à l'hôpital, et bien malgré cela, la plupart des habitants que l'on croise nous disent on va rester. Je vais vous citer un homme qui 200 mètres plus loin, alors qu'on était en train de faire ce reportage et qu'on a ensuite entendu ce bombardement, et bien juste avant, un homme devant un immeuble de 15 étages qui a été totalement ravagé. Cet homme a habité pendant 44 ans sur place, il a 75 ans, il nous dit moi je vais fabriquer des cocktails Molotov, moi je vais lancer ces cocktails Molotov sur les chars russes, on va brûler les chars russes, c'est comme ça qu'on s'en sortira, je suis fier d'être ukrainien, je ne partirai pas. Et cet homme, en quelque sorte, ça n'était pas le seul à parler ainsi. Une autre femme, dans un autre appartement qui a été complètement ravagé, eh bien, elle n'a pas quitté ce coin de Kiev. Elle est restée juste à côté. Elle dort désormais dans un salon de coiffure. Elle prend refuge là-bas et elle dit qu'il est hors de question, en l'état, de quitter ce quartier. Merci beaucoup François-Xavier et Stéphane, donc en direct de Kiev, où on a bien compris, donc vous aviez des bombardements encore une fois dans la capitale. Expliquez-nous, général, la situation de Kiev aujourd'hui. On a bien compris que la stratégie des Russes, c'était de l'assiéger. Pour l'instant, c'était extrêmement difficile, notamment au niveau du sud de la ville. Est-ce que ce siège est inéluctable pour vous ou pas ? Oui, le siège est inéluctable. C'est-à-dire que les Russes descendent avec ces 2 grandes colonnes que l'on observe depuis maintenant 3 semaines. Ils ont beaucoup de difficultés à descendre, ils ont pris beaucoup de temps, ils ont rencontré une immense résistance. Ils sont encore bloqués dans des lieux qui sont devenus des lieux symboliques. Tchernihiv, au nord, n'est toujours pas tombé et résiste, mais ils avancent progressivement. Mais il ne faut pas voir le siège de Kiev comme quelque chose qui sera complètement étanche, d'une part. Ouais. Parce que ça ne sera pas Mariupol, par exemple. Ça ne sera pas Mariupol du tout, parce que Kiev, l'étendue de Kiev, fait qu'il faut imaginer que ces forces vont essayer de contrôler les axes principaux comme si on contrôlait la grande banlieue à Paris et même au-delà de la grande banlieue. Donc ça demanderait un effort considérable, des centaines de milliers d'hommes, si l'on voulait vraiment contrôler l'ensemble des accès à Kiev. Ils vont donc contrôler, me semble-t-il, ce qui constitue les points d'accès principaux. Pour autant, je ne vois pas comment ils pourraient
avec les moyens qui sont les leurs, interdire des flux de ravitaillement in et out, entrant et sortant, excusez-moi, qui permettent à la ville de continuer à respirer. Vous savez, j'ai un exemple, c'est à Sarajevo, il y a une trentaine d'années. Sarajevo a été sous un siège très dur des forces serbes pendant 3 ans et demi. Sarajevo, d'ailleurs, n'a jamais été investi. Il y a toujours eu des ravitaillements qui ont pénétré dans la ville et des gens qui sont rentrés, qui sont sortis de cette ville. C'est très, très difficile de contrôler une étendue aussi importante. On va continuer d'en parler, pardonnez-moi, mais c'est le direct. Bien sûr, il y a un autre chiffre qui nous est parvenu aujourd'hui. C'est l'ONU qui le donne. 10 millions de personnes ont fui leur foyer aujourd'hui en Ukraine, ce qui représente 1/4 de la population. C'est évidemment colossal après 3 semaines de conflit. Solène Rioux, vous êtes tout à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv. C'est par là que continuent d'affluer les réfugiés ? Oui, absolument, Magali. Et surtout, cet exode, on le constate ici à Lviv. Regardez où je me trouve sur ces images de Claire Cambier. Nous sommes dans une crèche qui a été complètement réorganisée en centre d'accueil des réfugiés. Vous voyez ici, vous avez vu cette petite fille qui faisait son dessin. Alors ici, il y a des femmes, il y a des enfants, une centaine d'enfants de tous les âges. Il y a même des nourrissons. Alors il n'y a pas que cette crèche d'ailleurs qui se transforme comme ça en centre d'accueil. Il y a beaucoup d'autres lieux. Il y a des salles de sport, il y a des stades. Regardez, avancez, venez voir un petit peu avec moi comment ça s'organise. Il y a également des mairies, des centres d'art. De nombreux lieux ici à Lviv s'organisent pour accueillir ces réfugiés. Et pour cause, ils sont une dizaine de milliers de réfugiés à transiter par Lviv chaque jour. Et ils sont 200 000 à résider temporairement ici à Lviv. Ce qu'on constate tous les jours, c'est vraiment que la solidarité s'organise un peu plus. Rien qu'ici, c'est incroyable. Tout à l'heure, nous avons été témoins d'une séquence. Ces dizaines de matelas venus tout droit d'Estonie gratuitement. Et ce n'est pas tout. Ils reçoivent ici des dons tous les jours de bénévoles, de l'argent, la nourriture, des médicaments. Voilà, donc tout ça pour continuer vraiment à aider ces réfugiés qui arrivent ici tous les jours. On constate ça et puis on le voit notamment par ces trains, parce que vous voyez, ça, ces réfugiés qui viennent d'arriver, il y a des trains tous les jours qui arrivent ici à Lviv, de Kharkiv, de Kramatorsk notamment, ce qui explique cet afflux réellement de réfugiés, puisque Lviv est réellement devenue la ville refuge de l'Ukraine désormais. Merci beaucoup Solène avec ces images de Claire Cambier, avec ce chiffre de l'ONU, donc 10 millions de déplacés aujourd'hui en Ukraine. Donc c'est pas forcément des personnes qui ont fui le pays, mais qui ont dû quitter leur habitation. Voilà pour ces 2 grandes informations. Effectivement, Kiev qui semble pris en étau et s'est déplacé. La situation à Kiev, quelles sont, vous, les remontées que vous avez ? Permettez-moi de ne pas être d'accord avec le général. Oui, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on parle de l'étau qui se dessert autour de Kiev. Le siège est inéluctable. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on voit le recul de l'armée russe autour de Kiev. Ils étaient à 15 km, après 30 km. Aujourd'hui, ils sont à 40 km. Ils se mettent plutôt sur la défensive. Et quand l'armée se met sur la défensive, donc c'est un cible beaucoup plus facile pour ceux qui défendent Kiev, les Ukrainiens. Donc c'est plutôt en notre faveur. Et aussi, depuis les derniers jours, on ne voit absolument aucun mouvement de troupes des Ukrainiens. Surtout, on ne voit pas les arrivées pour renforcer ceux qui sont déjà sur place. Et ce qui est sur place, c'est, excusez-moi le mot, mais c'est un peu ridicule pour s'attaquer à une ville comme Kiev, qui a déjà, juste à la frontière de Kiev, c'est 150 km, je crois, des frontières. Donc, il faut combien d'hommes pour encercler déjà tout ça? Bon, même alors, c'est si ce que disait, effectivement, c'est pas un siège qui est préparé parce que c'est impossible. Même c'est ce que si disait le général. Même si on contrôle les axes, mais entre les axes, il y a tous les passages qu'ils ne pourront jamais contrôler. Donc, même aujourd'hui, le contrôle des axes est tout à fait temporaire. Et autour de Kiev, autour d'autres villes. Donc, pour moi, Kiev, c'est une ville qui reste imprenable. Et les efforts aujourd'hui de l'armée, oui, ça, depuis 3 semaines, les Ukrainiens le prouvent. Et les efforts de l'armée russe, aujourd'hui, quand on voit, ils se concentrent sur la direction de Mariupol, de Kharkiv, un peu Mykolaïev, mais plutôt le sud, l'est. Plus au sud, oui, parce qu'ils veulent arriver au moins quelque part, d'une manière
tout à fait symbolique parce que même Mariupol aujourd'hui, c'est pas vraiment une cible stratégique pour l'armée russe. Il n'y a pas tellement de victoires stratégiques dans la prise de Mariupol. Non, ça fait pas la jonction justement entre le Donbass et la Crimée. C'est à côté. C'est pas la ville qui les empêche. C'est tout simplement la ville. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une ville symbole qui a résisté depuis 2014, ne s'est jamais décidé de passer du côté de Russes. C'est la ville soi-disant facile à prendre, qui n'a jamais été prise et juste il résiste encore aujourd'hui jusqu'à arriver à complètement disparaître de surface de la terre et c'est tragique. Mais donc pour revenir à Kiev, je ne vois pas du tout pour l'instant le danger pour Kiev pour soit avoir une attaque, soit être encerclé. Même s'il y a des bombardements, mais et les on a encore vu bombardements, avec ça nos va reporters continuer. Par contre, ils peuvent détruire Kiev. Oui, en fait, détruire. Ils ne vont pas détruire Kiev, mais ils peuvent attaquer par les roquettes. Oui, c'est évident que là, le danger est là, mais aussi, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, le président Zelensky s'est adressé au peuple israélien pour parler aussi de la défense, en fait, pour peut-être influencer, donner l'idée de nous aider à défendre notre ciel, parce qu'aujourd'hui, si les Ukrainiens maîtrisent le ciel, donc on va gagner cette guerre beaucoup plus rapidement. Ça peut tout changer, effectivement. Gérard Vespierre. Je crois qu'il faut manier le concept d'étau avec beaucoup de précautions, parce qu'un étau, d'un point de vue militaire, et là je parle sous le respect et le contrôle du général, donc nécessite des forces au sol importantes, aussi bien en hommes qu'en matériel, donc en blindés. Et donc on est à la fois ni dans le nombre, et dès le départ, nous avons été nombreux à dire que 200 000 hommes, le formatage des forces, pour reprendre un vocable militaire, était totalement insuffisant pour aboutir à des objectifs vraiment importants, dont le siège ou la prise de Kiev. Donc il s'agit plutôt d'actions de bombardement, et dans le bombardement, vous ne provoquez pas un étau, n'est-ce pas ? Vous avez deux effets, un effet psychologique sur la population, et donc vous invitez, vous forcez plus exactement la population à fuir. Donc voilà le dispositif qui est plus psychologique, parce que quand on voit les images, n'est-ce pas, on voit de la fumée sur un ou deux immeubles, mais 90%, 95%, 97% des immeubles de Kiev sont debout. Donc voilà, c'est plutôt le choc des images qui nous font prendre, je dirais, une image marginale pour une réalité globale. Et la vie continue d'une manière tout à fait normale. Tout à fait normal dans les temps des guerres à Kiev. Oui, il y a les magasins qui sont ouverts et aujourd'hui... Il y a les alertes à la bombe quand même qui se multiplient. Oui, mais c'est dans certains quartiers. Les Ukrainiens se sont adaptés très bien parce que ma famille est à Kiev, malheureusement. Ils ne veulent pas partir, mais donc j'ai des nouvelles régulièrement toutes fraîches. Et, donc surtout, ils travaillent les gens travaillent et le gouvernement aussi a lancé l'appel aux Ukrainiens en disant on a compris que nous sommes en guerre, les vacances sont finies, maintenant tout le monde travaille et on va travailler. D'un côté, il y a l'armée qui libère notre territoire de l'ennemi et de l'autre côté, vous vous occupez de maintenir notre économie en marche. Donc il y a les salons de beauté qui s'ouvrent, il y a les pharmacies qui sont toujours ouvertes, il y a les magasins où on peut trouver les fruits et légumes frais. Donc et apparemment aussi ce qui a été dit par Vitali Klitschko, que nous avons suffisamment de vivres pour plus d'un an de siège, même si on parle de siège, ce qu'aujourd'hui même ce n'est plus évoqué. C'est psychologiquement important pour la population d'avoir cette vie quotidienne. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'avec des mots différents, il y a un côté rassurant, nous disons vraiment la même chose. Oui. Avec des mots un petit peu différents. Que finalement j'ai entendu, donc tout va bien. Comment se passent les combats ? C'est extrêmement difficile de se l'imaginer. François-Xavier de Ménage nous le disait par exemple à Kiev, ces populations qui sont mobilisées. Il y en a un qui fait un cocktail Molotov, l'autre qui veut s'engager, l'autre qui va aider les soldats en les ravitaillant. Sur le terrain, ça se passe comment ? Il y a une armée régulière de l'Ukraine, et puis il y en a certains qui s'engagent, mais est-ce que les combats sont différents ? Déjà, dans le centre-ville de Kiev, il n'y a pas de combat. C'est le point important. S'il y avait eu des combats, le but final recherché, en langage militaire, aurait été atteint dans les 48 heures, c'est-à-dire assiéger le palais présidentiel, se débarrasser du président Zelensky et mettre quelqu'un à sa place. Viktor Yanukovych, qu'on a réexhumé, qui se trouve en exil désormais plus proche, l'ancien président qui se trouve à Minsk, ou Viktor Medvedchuk, ou l'ancien Premier ministre Yuri Boshko, qui étaient des supplétifs aisés, qui auraient pu prendre le pouvoir si Zelensky avait été chassé du pouvoir. Ça ne s'est pas déroulé comme tel. La raison en est simple, c'est que Kiev n'a aucune valeur stratégique. Il n'a qu'une valeur symbolique autour de la présence
du président qui est encore à Kiev. Et donc, tant que le président est à Kiev, la ville sera assiégée pour cette raison. C'est une ville immense, 930 km², 20 à 25 km de part et d'autre. Évidemment, avec les ponts du Dniepr qui ont été sabotés par les militaires et, comme vous l'évoquiez, la garde nationale, à peu près 40 000 hommes, rehaussés par les combattants étrangers. Enfin, les combattants étrangers ont un petit peu de mal à se diriger vers Kiev. Ils sont plutôt dans l'ouest du pays pour l'instant, en phase d'entraînement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des frappes sur ces centres d'entraînement avec prétendument des missiles hypersoniques, on n'en est pas tout à fait sûr quand même. Donc je crois qu'il faut faire la différence entre le front du Sud, où là effectivement il y a des combats acharnés de diverses natures. Autour d'Odessa, il s'agirait d'un débarquement possible. Pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Les navires russes qui sont il y en a 5 ou 6 qui sont autour en train de faire le blocus de la ville, avec la ville qui se prépare, avec évidemment les moyens du bord, des cocktails Molotov, mais néanmoins aussi des forces armées. Mykolaïev et Mariupol, c'est différent. Il y a eu des combats directs entre les forces armées ukrainiennes à travers un front qui a quand même résisté. Le problème, c'est que Mariupol est totalement encerclé par une avancée russe qui fait la jonction entre les troupes qui étaient situées en Crimée et celles qui étaient situées dans le Donbass, en tout cas dans les 2 républiques autoproclamées. Donc Mariupol est très symbolique aussi, même si évidemment il ne s'agit que d'un seul port sur la mer d'Azov, devenu le lac d'Azov, puisque maintenant, on le voit avec cette carte, il est quasiment sous le contrôle opérationnel des Russes. Mais c'est une ville symbolique, c'est la seule ville du Donbass qui n'avait pas été conquise en cette Donc rien que pour ça, elle est symbolique à conquérir maintenant. Donc en fait, il y a plusieurs fronts. Cette carte le montre. Il y a aussi la ville de Dniepro qui est importante. Et je crois que c'est ce qui est à peu près une réalité depuis le début de ce conflit. On en revient à une longue histoire. La campagne de Crimée en 1941-1942, où Kiev n'était pas importante. Ce qui était important, c'était l'axe qui allait de la Crimée jusqu'à Kharkiv pour faire la jonction et pour pénétrer en Union soviétique. Et je crois que le président russe fait exactement la même chose, dans le sens inverse, pour essayer de tout à fait. Militariser ce qu'il appelle la petite Russie, Malorussia, à côté de la grande Russie et à côté de la Biélorussie, la Russie blanche, la Bélarus. C'est évidemment un narratif qu'il a toujours mis en avant depuis. Et ça n'a pas changé, effectivement. Juste, vous parliez de Mariupol, on va s'y arrêter encore une fois parce qu'un nouveau refuge pour civils aurait été bombardé par les Russes. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités locales. Une école d'art abritant des centaines de personnes a entièrement été détruite, selon toujours les autorités ukrainiennes. Pour le moment, impossible donc de vérifier l'information et de tirer un premier bilan. Écoutez en tout cas l'adjoint au maire de Mariupol. La question principale, c'est comment sauver les habitants. Aussi, on fait une liste des crimes de guerre perpétrés par les Russes. On a déjà commencé à préparer des documents officiels pour traîner les Russes devant les tribunaux internationaux pour les crimes contre les habitants et la ville de Mariupol. Évidemment, si cette information est avérée, il s'agit d'un crime de guerre, puisque c'est encore une fois un bâtiment civil, comme l'était le théâtre, où il y avait des inscriptions comme quoi ça regroupait des femmes et des enfants. Il y avait 400 civils visiblement regroupés dans cette école d'art. On parle au conditionnel, ce sont les forces ukrainiennes, les autorités ukrainiennes qui l'affirment. Est-ce qu'il y a des raisons d'en douter ou pas ? C'est toujours très difficile de se prononcer sur un événement aussi récent. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit bien être dans notre esprit à tous. C'est que le combat en zone urbaine, dans lequel se sont engagés maintenant les Russes à Mariupol en tous les cas, c'est un combat extraordinairement meurtrier de part et d'autre, extrêmement difficile, extraordinairement complexe et qui demande une coordination parfaite des forces assaillantes. Des forces assaillantes qui sont russes. Les Ukrainiens, ils sont décidés à se battre. Ils se sont organisés, ils se sont équipés. Ils connaissent parfaitement le terrain qui est le leur, puisque c'est leur ville, c'est leur région, c'est leur terre. Ils savent qu'ils ont le dos à la mer d'Azov, comme vous le soulignez à l'instant. Et je pense qu'on aurait tort d'imaginer que Mariupol puisse tomber aisément. Il me semble que malgré les difficultés considérables de ce siège qui ont amoindri les résistances, évidemment, depuis 3 semaines, il y a encore
150 000, 200 000 civils dans Mariupol, a priori, qui vont évidemment souffrir terriblement, payer un prix très élevé, ce que vous évoquiez à l'instant. Mais les combattants de Mariupol vont se battre avec une redoutable efficacité. Et il me semble que la conquête de Mariupol, si le nombre finira peut-être par l'emporter, mais pour l'instant, je pense que les choses sont à minima équilibrées et que comme on dit parfois dans notre expression en France, la messe n'est pas dite, loin de là. Oui. Je crois qu'effectivement, dans ces tragédies humaines de bombardement, il y a le court terme, le choc des images, et donc la communication, plutôt la traduction de l'image en disant voilà, nous accusons ouvertement la Russie de crimes de guerre, donc là, c'est de l'instantané, nous le voyons sous nos yeux. Et puis, il y a malheureusement le long terme, parce que les procédures de crimes de guerre et de transfert vers des tribunaux internationaux prend des années. Évidemment. Donc là, nous sommes en dehors du temps. Mais je crois qu'il y a une citation qui a été faite par un Ukrainien il y a quelques jours qui résume très très bien la situation à Mariupol et dans les villes assiégées. Premièrement, nous ne capitulerons pas. Deuxièmement, nous n'oublierons pas. Car à Mariupol, n'est-ce pas, il y a effectivement l'arrivée de soldats tchétchènes. Oui, ils sont déjà là. Et qu'un président orthodoxe, très proche de l'église orthodoxe de Moscou, prenne la décision de lancer des troupes musulmanes tchétchènes contre des frères, des cousins ukrainiens, nous n'oublierons pas. Et je pense que là, il y a un défi entre Vladimir Poutine et l'histoire. Aussi, on dit, par exemple, en Ukraine, j'entends souvent, les Ukrainiens disent, oui, les Tchétchènes, ça fait plus peur à tous les gens qui commentent et qui sont loin d'Ukraine, occidentaux surtout, on sort toujours les Tchétchènes, ils disent pour nous, Tchétchènes ou Russes, on ne fait absolument aucune différence. Parce qu'hier, on a assisté à de la propagande. L'armée russe, effectivement, a diffusé exprès ces images de soldats tchétchènes à l'intérieur de Mariupol, qui se vantait dire on est dans votre centre-ville, on est là, et donc effectivement il y avait ce sentiment que c'était pour terroriser la population. Parce que les Russes ils ont beaucoup plus peur de Tchétchènes que les Ukrainiens. Les Ukrainiens ils ne font pas la différence parce qu'il y a les relations très spéciales entre la Russie et la Tchétchénie. Il y a deux guerres, il y a eu les deux guerres en Tchétchénie. Donc il y a les relations et Kadyrov il y a l'image de Kadyrov et aussi des Tchétchènes comme vraiment les grands méchants. Il faut avoir peur. Ce qui n'est absolument pas le cas en Ukraine. Et déjà on comprend que les Ukrainiens ils ont peur de très peu de choses. Et depuis des semaines, il y a le petit Mariupol qui résiste avec toute l'assaut parce qu'ils ont mis quand même beaucoup d'efforts, les Russes, pour récupérer cette ville. Mais qu'est-ce que vous voulez parler de prise de Kiev ou prise de Kharkov aussi? Il y a quand même un cas de Kharkov, on ne s'est pas trop arrêté. Une ville soi-disant facile à prendre. Donc, il ne faut même pas rêver. Pour moi, sans trop se projeter, ils sont au bout de leur munitions. Il y a encore, bien sûr, il y a des choses qu'ils peuvent sortir de leurs manches. Mais ils sont en grande difficulté, selon vous? Ils sont en très grande difficulté. Donc, Mariupol peut être détruite, mais pas prise, comme on dit. Et surtout, il faut oublier les rêves de Kiev. Les Ukrainiens résistent. C'est ce qu'on retient de vos propos. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI. Bien évidemment, on continuera donc d'évoquer la guerre en Ukraine, 25e jour de conflit. Amélie Carouer arrive en toute franchise sur LCI.